qui vous dit que les personnes qui ont un certain âge n'ont pas de compétences? Et qu'est-ce qui dit qu'un jeune est plus compétent parce qu'il y a un autre qui est plus âgé que lui? Congo-Brazzaville, hein, on va parler de, je pense que vous avez vu, Standard & Poor's a baissé la note du Congo, mais on a lu dans la lettre du continent, hein, une chose assez étonnante, il y avait la fête à Oyo parce que le Congo a pu mettre sur les marchés des bons de trésor, je pense, ils ont vendu leurs dettes, je ne sais plus très bien, M. Ndion, vous avez des termes économiques pour nous expliquer ce qui s'est passé, ils ont donc considéré qu'il y avait eu un succès de leurs bons ou de leurs besoins en trésorerie qui a été donc un succès sur le marché de l'Afrique centrale de la CEMAC. Et donc on apprend qu'à Oyo, il y a eu la fête parce qu'ils étaient contents. Mais la baisse de la note par Standard & Poor's rend le Congo moins crédible financièrement, moins fréquentable. Monsieur Ndion, vous qui êtes économiste, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui s'est passé? Moins fréquentable, c'est discutable. Hein. Le rééchelonnement d'une dette n'est pas un scoop. Hein. Le rééchelonnement d'une dette, ça veut tout simplement dire qu'au lieu de payer ma dette dans l'intervalle de 10 ans, on va la rallonger un tout petit peu, on va la payer dans l'intervalle de 15 ans. Au lieu de payer des mensualités très fortes, on va vous diminuer les mensualités. C'est pas que vous êtes insolvable, non. Vous avez des difficultés conjoncturelles, des difficultés passagères de paiement de vos fonctionnaires, de paiement de tout type de paiement. Et pour vous alléger la tâche, eh bien, on vous prolonge, on vous rallonge la période de paiement de votre dette. Ça s'appelle le rééchelonnement. C'est technique. Un. Deuxièmement, Standard & Poor's nous rabaisse de 4 points, d'après ce que j'ai compris, notre note de conjoncture. C'est pas bien pour nous, théoriquement, même si c'est vrai que nous avons la possibilité de vendre nos bons de trésor, de faire des émissions de bons de trésor à des prix assez intéressants. Mais c'est pas quelque chose qui est vraiment positif et favorable pour un pays. Parce que en règle générale, lorsque une agence internationale de notation comme Standard & Poor's qui réduit votre note sur le plan international, sur les marchés boursiers, les marchés financiers internationaux, l'obtention de crédits devient de plus en plus chère pour vous. Donc, c'est pas bon en tant que tel. Maintenant, dire qu'il y a eu une fête à Oyo, ça c'est encore vous relevez encore du domaine de la spéculation. Ah non, c'est pas moi. Je vous ai cité la source. Ça s'appelle la lettre du continent. C'est pas moi. Non, c'est Afrique Intelligence qui dit qu'à Oyo, il y a eu la fête. Excusez-moi, c'est pas moi. C'est encore de la spéculation, tout ça. D'accord. Non, mais de la part de la lettre du continent. C'est une vérité. D'accord. De la part de la lettre du continent. Ok, monsieur Ndion, je vous pose une question quand vous dites que rééchelonner la dette, c'est normal de tous les pays. C'est un peu comme le privé, hein, quelqu'un qui prend un crédit et puis qui n'arrive pas à rembourser les mensualités aux dates dues, c'est un mauvais payeur. Donc il est fiché. Le Congo est fiché. Oui, bien sûr. Je n'ai pas dit le contraire, c'est un mauvais payeur. Mais parce qu'il a des problèmes. C'est parce qu'il a des problèmes. Parce qu'il jamais son pays. Mais parce non. Que si vous n'arrivez pas à payer, attendez, si vous contractez une dette que vous n'arrivez pas à payer, vous vivez au-dessus de vos moyens, avec les ressources dont vous disposez, c'est incompréhensible. Oui, mais une restructuration peut être faite aussi. C'est-à-dire qu'on change notre comportement, on change notre logiciel de gouvernance sur le plan financier. Eh bien, nous continuerons à payer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je n'arrive pas à payer ma dette, parce qu'effectivement, de façon conjoncturelle ou à court terme, j'ai des difficultés, parce que j'ai un train de vie qui n'est pas bon. Si l'État congolais, si le gouvernement congolais change son train de vie, essaie un peu de diminuer son train de vie, c'est pas les moyens qui nous manquent, hein, vous le savez très bien. C'est pas les moyens qui manquent au Congo. Au Congo, c'est pas l'argent qui manque. Ça, tout le monde le sait. C'est un problème toujours de gouvernance. Donc, si on améliore notre gouvernance sur le plan financier, si on restructure on peut toujours continuer à... Les difficultés, le Congo, c'est pas la première fois que le Congo a eu des difficultés financières. Ils s'en est toujours sortis. Donc non, le régime, c'est pas mauvais en tant que tel. Mais les difficultés sont accompagnées par des mesures de changement de notre gouvernance, c'est tout.
il n'en est jamais sorti, M. Gabriel Dion, puisque vous êtes Si, toujours le en Congo a perpétuelle toujours eu beaucoup de difficulté. problèmes depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Mais le Congo existe, a toujours résolu ses problèmes. Monsieur Ndion, excusez-moi, c'est pas Quel possible. problème a-t-il C'est pas résolu? possible qu'on puisse dire ça. Le Congo a toujours eu depuis 1960, tout le monde, vous et moi, avons toujours des problèmes. Sans eau, sans Mais courant. on ne peut pas expliquer que depuis 1960, les premiers présidents au dernier président actuel, la rente financière du Congolais n'a fait qu'aller du Congo n'a fait qu'aller en croissant, les richesses du Congo. Mais la pauvreté en allant aussi en croissant pour le Congo. On ne peut pas dire que tous les présidents ont eu la chance d'avoir le boom pétrolier, M. Ndion. C'est pas possible. C'est bien malade. Quand vous écoutez M. Ndion, est-ce que vous ne sautez pas de votre fauteuil? Vous qui êtes de l'opposition en plus. Qu'on puisse justifier que depuis 60, on a les mêmes problèmes. Mais ce qui m'étonne déjà, c'est qu'on veut justifier l'injustifiable. Mais dès lors qu'on vous dégrade la note, déjà la note du Congo n'était pas une bonne note, elle était déjà dégradée. Et là, il faut encore la dégrader. Mais le Congo devient automatiquement insolvable. On n'a pas besoin d'être un grand économiste, un grand stratège pour comprendre ça. Le Congo, sur le marché international, n'est pas solvable. Mais qui peut prêter à quelqu'un qui ne paye pas ses dettes? Même entre nous, quand vous connaissez que le compatriote là, il ne paye jamais les dettes, c'est un bandit. À fouta kanyongote. Mais beaucoup peut c'est un bon côté, même ceux qui osent aller bouma. On ne peut pas. Donc le cas du Congo, ce n'est même pas un problème conjoncturel, c'est un problème structurel et systémique. Depuis que le PCT au pouvoir, le Congo a toujours des difficultés. On ne paye pas les fonctionnaires, on ne paye pas les retraités, les étudiants ne vont pas, donc tout est au rouge. Et donc quand c'est comme ça, on ne peut pas parler d'une situation conjoncturelle, s'il vous plaît. Non, pas du tout. C'est très grave, c'est plus que ça. Bon, le Congo n'est plus un pays, le Congo est pris en otage, donc et la dette, il est surendetté. Mais essayez de voir, pour les économistes, la dette du Congo, la diviser par les 6 millions de Congolais. Mais chaque Congolais a une lourde dette. Les générations futures, comme on disait avec les 14 000 milliards, mais c'est la dette, c'est l'inverse qui se produit. Donc même le FMI a plusieurs fois tiré les sonnettes d'alarme. C'est une suite logique qu'on dégrade la note du Congo. D'abord, le Congo n'a même plus de note. On note le Congo pour rien, puisque c'est la lanterne rouge, même dans la sous-région. Donc c'est un problème systémique, un problème structurel et non conjoncturel. Voilà ce que je vais dire sur la situation du Congo. C'est lamentable. Merci. C'est désolant. Oui, comme dit, c'est désolant. Monsieur Kaino, vous qui êtes en train de parler quand M. Ndion a intervenu, M. Sosten, vous vouliez dire quelque chose. Je voulais juste vous poser une question. C'est assez... On nous reproche de passer notre temps sur les réseaux sociaux à attaquer le Congo, à attaquer les dirigeants et que rien n'est fait de très beau. Je ne sais pas si vous avez vu ce reportage qui m'a laissé... je n'ai pas eu des larmes aux yeux, mais j'ai éprouvé de la tristesse incroyable. C'était la Société des routes du Congo qu'on appelle la LCR. Je n'ai pas compris pourquoi le ministre des Transports a fait appel à des expatriés pour gérer le réseau routier congolais. Je ne comprends toujours pas. Est-ce qu'au Congo, on n'a pas vraiment de compétences dans tous les domaines? Nous avons besoin toujours d'aller prendre des expatriés. Je ne comprends pas très bien. La LCR, la Congolaise des routes, est gérée. Celui qui parlait, le directeur général, je ne suis pas contre l'intégration, nous on est à l'étranger, donc on est dans l'intégration. Je n'ai pas compris ce désir de toujours de faire des Congolais des moins que rien. Est-ce que ce n'est pas aussi ça notre problème à nous, que d'aller prendre des comment dire, maintenant on avait dit qu'il ne faut pas que des étrangers, mais des étrangers qui ne sont pas naturalisés congolais, ils posent plus de problèmes. Est-ce que ce n'est pas ça? L'économie congolaise est tenue par des étrangers qui s'arrangent à endetter le Congo envers leur pays d'origine. De sorte que, avec la complicité des dirigeants, nous ne finissons pas d'être dans la dette. Mais, monsieur Ebelebe, quand vous posez cette question, rappelez-vous,
que depuis que M. Sassou Nguesso est au pouvoir, il transpose son incompétence sur tous les citoyens congolais. Il a fait pour l'hôpital général, pour le CHU, il a fait pour les chemins de fer, il est allé chercher, je ne sais pas qui, un Belge, il croit que les Congolais sont incompétents, parce qu'ils ne s'entourent que des gens incompétents. Ils ne veulent pas les gens qui peuvent le regarder puis lui dire en face que non, monsieur le président, ça je ne le fais pas parce que c'est faux. Ça je ne le fais pas parce que je suis convaincu. Regardez ce que vient de dire monsieur Gabriel Ndion. Parce que c'est que le Congo ne connaît pas une situation conjoncturelle. C'est une situation qui existe, qui continue à exister. On a atteint je ne sais plus comment vous appelez ça, le PPTE. On est toujours dans la même situation. Et depuis très longtemps, nous sommes la seule capitale où vous n'avez même pas d'électricité, pas d'eau. Ne parlons pas de nos zones rurales. Nous sommes encore au XIIIe siècle. M. Gabriel le sait. À moins qu'il ne voyage pas, il ne reste qu'à Paris. Vous sortez, vous arrivez au Congo. Quand vous allez à l'arrière-pays, là-bas, vous voyez que nous sommes au XIIIe siècle. Qui transforme le pays? Ce n'est pas le pouvoir. Mais ces gens du PCT-là, on devrait les juger tous, de A à Z. Vous voulez dire, M. Ndion compris aussi? Bien sûr. Tu sais, il vient de le démontrer. M. Ndion, il faudra répondre. Lamentablement, honteusement, il vient de le démontrer sans conviction. Sans conviction. Comment voulez-vous? Il dit même que, voilà comment tu appelles le journal, là. Il dit, il ment. C'est un journal sérieux. C'est un journal sérieux. La lettre du continent. Quand on dit qu'ils ont manifesté la lettre du continent, c'est très sérieux, M. Gabriel. C'est toi qui es en train de mentir, là. Non, vous pensez qu'on ne peut pas avoir une opinion contraire à celle de la lettre du continent? Mais c'est un journal sérieux, reconnaît que la lettre du continent aujourd'hui devient une vérité biblique incontestable. C'est Dieu. Même la vérité biblique, quand même. Chacun peut donner son point de vue. Je donne mon point de vue. Je pense que c'est de la spéculation. Pourquoi il parle de une situation conjoncturelle? Il ne parle pas de Pointe-Noire. C'est sérieux. Mais pourquoi ils disent qu'il y a une fête à Pointe-Noire? Pourquoi ils disent qu'il y a une fête à Oyo? Ils ne parlent pas de Pointe-Noire. C'est ciblé, c'est politique. C'est parce qu'il parle Oyo, il y a le président de la République qui habite là-bas. C'est le fief du président de la République. Donc c'est politique. Et toi, tu peux le savoir en tant qu'homme politique. Pourquoi il ne parle pas de Djambala? Pourquoi il dit qu'il y a une fête à Djambala? Bien une fête à Akou. Mais parce que M. Ndion, on va vous répondre. Voilà, on va vous répondre. Pardon. M. Ndion, attendez, M. Gaïno, on va répondre à M. Ndion. Attendez, M. Gaïno, on va répondre à M. Ndion. M. Ndion, à part la municipalisation accélérée, dites-moi où est-ce que le président a fait la fête? J'ai pas compris. À part quoi? À part les 12 municipalisations accélérées. Oui. Dans quel autre district le président a fait la fête? Mariage, Oyo ou Paris? D'autres mariages, Paris, non, d'autres, Oyo. Oyo est devenu la capitale du Congo. C'est pas la faute des Congolais. Toi, tu t'inscris aussi dans la même. Je pose des questions. Je pose la question. Dites-moi dans quel district. Les mariages, on parle des fêtes. Les mariages et Bélébé ne sont pas des fêtes nationales. Non, mais non. Les mariages célébrer les entrées d'argent. Là où ils veulent fêter. Non, mais célébrer. Les gens fêtent là où ils veulent fêter. S'ils veulent fêter à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Loubomo, à Dolé, ils fêtent. Vous avez très bien compris. Où le problème? Vous avez très bien compris ce qu'on voulait dire. La célébration du succès des bancs de trésor s'est fait en groupe, un clan à Oyo. C'est pas. Mais en quoi cela engage la République entière? C'est une bonne question. C'est pas à nous de répondre, c'est à eux de répondre. Ça n'engage pas la lettre. Je peux lui répondre. Allez-y, monsieur Gaïno. En quoi cela engage là? Donc si quelqu'un va donner un autre exemple, devient la République. Si quelqu'un vient se marier à Paris, on généralise que c'est tout le gouvernement. Soyez sérieux. Les gens font leur choix individuellement. Il ne veut pas se marier à Brazzaville. Il veut se marier à Pointe-Noire. C'est un choix individuel, personnel. Monsieur Gabriel Ndion. Ça engage la République en quoi? Non, monsieur, s'ils prennent l'argent du Congo pour venir faire la fête, c'est public. Est-ce que tu as une preuve qu'il est venu se marier à Paris en prenant l'argent du Congo? Il est ministre, monsieur Ndion. Il est payé par les Congolais. Il est payé par les Congolais. Toi, tu peux te marier. Et un ministre n'a pas suffisamment d'argent pour se marier. Est-ce que vous pouvez laisser? Ok, on vous laisse répondre après. Monsieur Gaïno continue, et puis vous répondez. Et je vais aussi lui répondre. Oui, vous allez répondre. Je voulais tout simplement dire à M. Gabriel Ndion que tout événement qui se passe au Yo est toujours de l'ordre de la République, puisqu'on a vu même le jour là, tout ça, on a vu tous les ministres là-bas, l'enfanfare, des choses comme ça.
Tout se passe, il n'y a rien de privé. Chez votre empereur, il n'y a plus rien de privé, tu le sais. Donc, il ne faut pas dire que ce n'est pas national. Il n'y a rien de privé. C'est l'empereur, il fait ce qu'il veut, et tu ne vas pas nier qu'il n'est pas l'empereur, ce n'est pas moi qui ai donné. Je m'inscris en faux. Donc, parce que là, tu es toujours dans la ligne de la spéculation. Il est empereur. Depuis quand il est empereur? Depuis quand il est empereur? Mais c'est pas moi qui l'ai dit. J'ai déjà répondu à cette question. C'est pas moi qui l'ai dit. Tu m'as déjà titillé là-dessus. J'ai déjà répondu à cette question. Oui. Je continue. Tu peux nier, tout le monde sait que c'est un empereur, c'est pas moi qui l'ai dit. Bon. Bref, oui. Mais je voudrais tout simplement te dire, lorsqu'un pays arrive à ne plus payer les travailleurs, c'est que la crise dure. Ça, on n'a jamais vu dans un pays aujourd'hui, au XXIe siècle, pour un pays en plus dit riche comme le Congo, qui a théoriquement moins de 5 millions d'habitants, c'est une ville française. Tu vois? Et que nous, moi, je vais te dire, nous ici, à la mairie, c'est nous qui payons nos travailleurs ici. Ce n'est pas l'État. Ce sont les fonctionnaires de la mairie. C'est nous qui payons. Là, on sort d'une réunion pour évaluer ce qu'on va payer, ce qui va nous rester. On calcule. Donc, quand vous n'arrivez pas à payer les fonctionnaires, vous n'arrivez pas à payer les travailleurs, c'est-à-dire votre État est en faillite. Et si c'était ici, si c'est une mairie qui arrive dans cet État-là, nous serions gérés par le préfet. C'est-à-dire que nous, on ne remet pas à parler. Vous serez mis sous administration. Voilà, on est placé sous administration, c'est maintenant le préfet. Vous n'avez plus rien, vous ne pouvez plus rien ordonner. Donc vous vous imaginez, et en tant qu'économiste, tu te permets, c'est une situation conjoncturelle. Vous pouvez terminer, s'il vous plaît. Voilà. Je vais te répondre. J'aimerais quand même que vous soyez modeste, à reconnaître que vous êtes incapables de diriger un pays, que vous êtes tous incapables. Et quand vous allez chercher les étrangers, c'est parce que, comme vous êtes incapables, vous croyez que tous les Congolais sont incapables. Non, il y a des Congolais qui sont dignes, qui sont bien formés, qui ont la capacité à diriger ce pays. Mais malheureusement, vous les tuez et les autres sont obligés de fuir. Alors, vous êtes toujours dans des jonctions, vous êtes toujours dans des analyses obliques et verticales qui n'ont ni tête ni queue. 2 minutes, monsieur Vous ne pouvez pas. 2 minutes. Vous ne pouvez pas vous 2 minutes pour permettre, répondre. monsieur Gaïno, parce que dans une entreprise, on a nommé un étranger, parce qu'au CNJ, on avait nommé des Canadiens, 3, 4, 5 entreprises, et vous généralisez pour dire qu'au Congo, toutes les entreprises sont dirigées par les étrangers. Monsieur Gaïno, laissez M. John répondre. 2 minutes, M. John. Je vous réponds, vous m'interrompez là. J'ai dit, vous ne pouvez pas vous permettre de faire du cas particulier un cas général. Oui, 2, 3, 4 entreprises peuvent être dirigées par des étrangers pour des raisons X ou Y, mais vous ne pouvez pas généraliser pour dire qu'au Congo, le gouvernement ne nomme que des expatriés ou des étrangers. C'est faux. Ça, c'est de 1. 70% de l'économie congolaise est entre les mains de Ouest-Africains. C'est pas nous qui l'avons dit. Maintenant, revenons s'il vous plaît. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, Monsieur Gaïno, dire ce que vous dites. Le Congo n'est pas a des difficultés, bien sûr, hein, c'est connu. Moi, je dis que ce sont des difficultés conjoncturelles. Moi, je dis que ce sont des difficultés conjoncturelles. Depuis quelques mois, on a des difficultés pour payer les salariés. Moi, là, 6 mois à gauche, 6 mois là, 6 mois à gauche. Quand on a 16 mois Monsieur Gaïno, s'il vous plaît, monsieur Gaïno. Non, mais qui ne demande pas. Oui, mais laissez-le parler, s'il vous plaît. Laissez-le finir. Monsieur Gaïno, on a d'autres qui veulent parler. Vous souffrez, comment on appelle ça en politique? Vous souffrez d'une amnésie politique. Parce que, je vous rappelle l'histoire du Congo. Je me permets de vous Monsieur Gaïno, s'il vous plaît, monsieur Gaïno. vous rappeler. Lorsque nous sommes sortis des 3 guerres avec Pascal Lissouba, celui-ci nous a laissé avec 36 mois. Oh là là, mais il est parti il y a longtemps, monsieur Gaïno. Monsieur Ndion, Lissouba est parti il y a longtemps. 30 ans plus tard. Laissez-moi vous répondre. Oui, 30 ans c'est plus pas tard. la première fois. Écoutez, c'est une situation qui est difficile, hein, que nous regrettons tous. Nous avons tous les parents au Congo. 1 mois, 2 mois, on n'a pas payé. 2 mois, 3 mois, on n'a pas payé. 6 mois, etc. Nous le regrettons. Non, c'est pas 6 mois. Les étudiants, c'est plus de 10 ans, monsieur Gaïno. Mais je vous dis, c'est pas la première fois que le Congo a traversé cette situation-là. Elle n'est pas structurelle. Avec le PCT. Parce que le Souba nous a laissé la situation que vous connaissez. Doucement, le président Denis Sassou Nguesso est arrivé à résoudre le problème. On est arrivé à payer les gens.
Donc moi, je suis convaincu que malgré cette absence de mémoire de la part de M. Gaïno, qui pense qu'on ne va pas s'en sortir, on va s'en sortir. On va s'en sortir. On reste optimiste. Au bout de combien de temps conjoncture passera aussi. On va Monsieur Gaïno, le débat continue, vous êtes sur la radio Bakambi, en compagnie de KUCBDB. Nous débattons toujours de notre actualité, en compagnie de nos débatteurs qui sont sur le plateau. Monsieur John, terminez s'il vous plaît. Monsieur John, terminez s'il vous plaît. Vous n'êtes pas sérieux, monsieur Gaïno. Vous me contestez à longueur de journée. Je vous laisse parler, mais laissez-moi aussi parler. Je dis que vous avez la mémoire courte. Vous avez la mémoire courte. Les Congolais vous avez la mémoire courte, monsieur Gaïno. Nous, c'est pas la première fois. Regardez l'histoire économique du Congo. Hein. C'est pas la première fois que le Congo a des difficultés de paiement. Ce sont les PCTI qui ont la mémoire courte. Ce n'est pas la première fois. Regardez bien l'histoire. Ça, vous ne savez pas lire. L'histoire. Regardez bien l'histoire. On a déjà. On ne refuse pas. On ne refuse pas. On ne refuse pas. On n'a jamais refusé. Moi, sur cette antenne. Moi, sur cette antenne. Oh, monsieur Gaïno, soyons sérieux quand même. Discutons comme des responsables. Je n'ai jamais refusé. Comme un responsable. Vous avez un Canadien. Vous avez mis un CHU. Il a fait de l'argent. Ok, on va laisser Madame Oku parler, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Milongo a trouvé des arriérés. C'est le PCT toujours. Et après, on s'en est sorti. On s'en sort toujours. Il faut rester optimiste. Ok, monsieur Ndion. D'accord, monsieur Ndion. On va s'en sortir. Ok, s'il vous plaît. On va laisser Madame Oku parler et monsieur Miambalat va vous. Mais vous ne m'avez même pas laissé parler. J'ai été interrompu. Je vous laisse, s'il vous plaît, 30 secondes. 30 secondes. Allez-y, 30 secondes. Allez-y. Terminé. Je dis, les Congolais qui pensent que c'est pour la première fois que nous avons des difficultés de paiement, ben c'est des Congolais qui ont une mémoire courte. L'histoire économique du Congo depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui a toujours été sinusoïdale. A toujours eu des périodes de hauts, des bas. Des périodes où on a des difficultés de paiement. Et on a toujours, on a réussi toujours à rattraper les retards de paiement. Dans les années 60, tu connaissais les retards, tu travaillais toi. Sur ce cas, je reste optimiste. Je reste optimiste. N'importe quoi, il dit depuis les années 60. Laissez-le parler, comme ça vous en pourrez répondre. C'est vous qui êtes amnésique politiquement. Vous oubliez. Donc moi je dis que ce n'est pas la première fois. Le gouvernement prendra ses responsabilités et ce retard sera rattrapé, c'est tout. D'accord, monsieur Ndion, on vous a entendu. On vous a entendu, voilà. Monsieur Ndion. Madame Opou, on ne vous a pas entendu, monsieur Miambat parlera derrière. Quand on écoute monsieur Ndion, il se bat pour pouvoir convaincre les gens qui l'écoutent. Et il se convainc aussi, parce qu'il faut qu'il convainc. Mais il est parfois très lucide quand il dit certaines choses. Il critique, il dit que le PCT, il y a aussi beaucoup de choses à se reprocher. Il le dit, hein, ça arrive. Aujourd'hui, il défend. Juste une question, vous qui êtes aussi à l'OFC et puis qui êtes aussi observatrice, est-ce qu'il est de mauvaise foi de dire que il ne s'agit pas seulement de payer les salaires aux gens, il s'agit de développer un pays. Le Congo, ça fait 40 ans, n'est pas développé, n'est pas sur la voie du développement. L'émergence en 2025. Bon, tous les slogans qui ont été utilisés sont passés à la trappe. Le dernier, c'était de nous dire 2024, c'est l'année de la jeunesse. Et puis, on a encore les mêmes personnes qui viennent nous dire attention, vous n'avez pas bien compris. On avait dit les années qui arrivent, ce sont les années de la jeunesse. Ah bon? Personne n'avait compris. Donc, toutes les années seront les années 2024. Donc, Madame Opou. Après, c'est les années des vieillards. Bon. Est-ce qu'il s'agit ici de payer les salaires ou de payer les bourses? Ou plutôt, il s'agit de faire fonctionner un État et de faire exister un État? Est-ce que l'État congolais, dans son fonctionnement, de ce qu'on définit d'un État, il existe? C'est la question que tout le monde se pose. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je vais prendre la phrase de Sarkozy. Hein, quand il était président, il disait « Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent ». Moi, je ne suis pas économiste, je ne connais rien de l'économie. J'entends comme tout le monde ce qui se dit. Mais le Congo, on dit que c'est un pays endetté. Oh, j'ai entendu le frère Ndion parler de réchèlement de la dette. De quelle dette on parle? Et puis à côté, nous voyons des milliards d'argent qui courent de partout. Le Congo a l'argent. Hein. Moi, je pense que ceux qui détiennent l'argent du Congo n'ont qu'à ramener cet argent. Le Congo n'est pas endetté.
C'est comme je le dis, vous les hommes, vous, toujours vous. Manipulateurs, là. Il y a des femmes, Madame Mopou, qui ont volé aussi au Congo. Bien sûr, mais ils sont combien? Arrêtez. On a vu l'histoire de, je sais pas quoi, de Figa, de je ne sais pas quoi, là. Ramener l'argent, là, vraiment, hein. Quand, même là encore, le frère Ndion l'a dit, ça va s'arranger. Ramener, qu'on nous ramène cet argent. Nous avons l'argent. On va chanter. L'argent, On va on sait chanter. pas, on s'endette. Même un pays comme la France aussi est endetté. Tous les pays ont toujours des dettes quelque part. Bon, ce sont les pays qui fonctionnent comme ça. Moi, je parle terre à terre. Hein. L'argent, il y en a. Qu'on nous ramène l'argent. Aujourd'hui, le Congo est en difficulté. L'argent qui se trouve à l'extérieur ou gardé quelque part, ou je ne sais pas quoi, on ne sait pas pour quelle raison. Juste nous ramener cet argent pour que le Congo puisse continuer. Et le Congo, comme vous-même vous l'avez dit, le Congo n'est pas un pays pauvre. Ben, endetté, les dettes, tout le monde les a de toutes les façons. Hein? Parce que quand on parle de rééchelonnement de la dette, de rééchelonnement de je ne sais pas quoi, qui va payer? Et puis voilà quoi. Non, 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 non. Vraiment, si l'on veut parler sérieusement, c'est bien les débats contradictoires comme vous le faites, mais de vos débats aussi sortent les solutions. Je pense que le Congo, pour 5 millions d'habitants, et quand on compte autant de milliards qui rentrent au pays, je pense que l'argent est quelque part et que les gouvernants ont bien cet argent-là, mais qu'ils fassent seulement, qu'ils mettent ça là et pour que les Congolais vivent mieux, c'est tout. Hein? Le Congo n'a pas à pleurer sur ses dettes, c'est pas possible. C'est pas nous. Hein? C'est juste politique. C'est tout. L'argent y est. C'est comme ça que je vois. En tout cas, je vois en tant que citoyen lambda. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les économies et je ne connais pas grand-chose. Et si je rentre là-dedans, Madame Eugénie, excusez-moi. c'est elle-même. La seule ennemie. Oui, moi j'ai compris, vous avez dit tous les pays sont endettés. Mais on ne parle pas de la dette, de la même dette. Une dette, il y a des bonnes dettes et des mauvaises dettes. La dette du Congo, ce n'est pas une bonne dette. Une bonne dette, c'est celle qu'on investit pour la création d'emplois, pour améliorer la vie des citoyens. Mais ce qui n'est pas le cas au Congo. Donc la dette du Congo, on ne sait pas d'où elle vient. La France, vous avez pris l'exemple de la France est endettée, mais c'est une dette. Il y a des investissements, il y a le chômage qui baisse. Mais au Congo, il n'y a pas tout ça. Donc, et on développe le pays, on construit pour le pays. C'est une bonne dette. Une bonne dette, il faut investir. Comme la dette de la Côte d'Ivoire, on voit les travaux. On sait que là, on voit que Ouattara investit. Ils s'endettent parce qu'ils travaillent. C'est la bonne dette, comme au Sénégal. Mais au Congo, c'est une mauvaise dette. C'est la dette des voleurs. Ils n'ont même pas l'eau potable, les pauvres. Alors, Madame Opou, vous nous demandez de chanter « Ramener l'argent à la maison ». Allez, le PCT. Exactement. Allez. Qu'on ramène, l'argent est là. L'argent est là. Mais attendez, c'est pas chez nous où on parle de quoi. Comment vous appelez ça, les pas quoi là, pampers, c'est pas quoi là. Il y a l'argent qui est mis quelque part. C'est tout à fait normal. Il y a pas que le Congo, j'ai envie de dire. Les gens ont toujours, tous les pays ont toujours tendance à amener l'argent quelque part. Peut-être que pour fructifier. Mais je peux. Non, pas tout qu'on ramène juste cet argent qu'ils ont déposé quelque part et puis qu'ils ramènent au pays pour que les Congolais puissent mieux vivre et construire des infrastructures pour le pays. Pour quelle raison? Oui. Je peux juste vous interrompre. Il y a 3 pays que je connais, que vous connaissez, nous connaissons. L'Angola a demandé aux dignitaires sous Dos Santos. Ils ont ramené une partie de l'argent. Ils ont négocié. Le Nigeria, avec Abacha, quand Obasanjo est passé, il a signé des accords. Ils ont ramené une partie de l'argent. Vous avez le Gabon, Oligui, il a fait. Le Burkina Faso, ils ont trouvé l'argent. Ils l'ont ramené. Donc oui. Voilà. Même dans le même en France, on est allé prendre l'argent en Suisse. On a dit aux riches qui planquaient l'argent. Vous ramenez l'argent. Exactement. Donc oui. Voilà. Les milliards là. Même quand on parle de 1500 milliards de je ne sais pas quoi là, des générations futures, tout ça, planqué quelque part, qu'on nous ramène ça, c'est tout. Il y a de l'argent, le Congo a l'argent. Je ne peux pas croire qu'on me dise que le Congo, surendetté, n'a plus 1 centime.
Je ne croirais pas. Personnellement, en tant que citoyenne, je ne croirais pas. Encore une fois, avant que je n'oublie, je veux revenir sur ce qu'a dit Monsieur Gabriel Nzion, que le Congo a toujours vécu comme ça, même aux années 60. Oui, non, mais il a encore ajouté, c'est la faute de Lissouba. C'est vous l'UPADS. Bon, mais ça, c'est leur chanson. Lissouba leur fait de l'ombre. Il est présent partout. Mais apparemment, les effets de Lissouba continuent jusqu'à aujourd'hui. Ça continue, oui. Mais, ça ne finirait jamais. Puisqu'ils l'ont chassé, il est honte toujours. Mais revenons-en aux années 60. Est-ce qu'aux années 60, mon grand frère, vous êtes né vers ces années-là, vous avez vu que nos papas pleuraient qu'ils n'avaient pas de salaire, il n'y avait pas de retraités. C'est faux. Pendant nous, il n'y avait pas de salaire. Pendant ma Samba débat, mais il y avait beaucoup de sociétés. Les SUCO, Wilka, OCC, OCV, tout ça, Sotexco, OFNACOM, bref, beaucoup de sociétés. Nos parents travaillaient. Le salaire, ils le percevaient le 25 de chaque mois. Quand je partais à l'école, oui, mais monsieur Niambalat, excusez-moi, on ne peut pas non plus oublier que quand même, les termes gabégie et tout le reste ont commencé bien longtemps avant Sassou Nguesso, quand même. Non, mais la gabégie, c'est pas... Monsieur Caïs, non, je vais... Il ne faut pas non plus tout donner. Non, mais il ne faut pas non plus que l'histoire s'arrête. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées bien avant aussi. Reconnaissons-le, quand même. Je suis plus ancien que vous. Oui. C'est faux. C'est faux parce que, regarde, à l'époque, sous Massamba Débat. Non, je n'ai pas dit que c'était sous Massamba Débat. Je dis bien avant Sassou. Donc il y avait Ngwabi, il y avait Yombi. Attendez, Sassou est passé président après. Donc on ne peut pas tout donner sur Sassou. C'est le même clan. On ne peut pas non plus. C'est le même clan. D'accord, on ne peut pas non plus. Et n'oublions pas. Non, mais tellement je vais finir. Mais n'oubliez pas non plus, et ce n'est pas non plus faux, l'UPADS a sa part aussi dedans. On ne peut pas balayer d'un coup comme ça, on ne peut pas balayer. Hein. Mais un parti qui a 5 ans, vous le comparez. Même qu'il a 2 ans, M. Membelat, il a fait sa part. Oui. Il a fait sa part. Il ne peut pas balayer comme ça. Il a fait sa part. Monsieur Belibé, je ne défends pas l'UPADS. Mais il faut savoir que quand le PCT a perdu le pouvoir, quand ils sont partis, ils ont saigné le pays. Ils ont saigné le pays. Et en 5 ans... Même Ilonga a souffert. Et en plus, il faut suivre la vidéo de Idover Moani. Il dit des vérités dans sa vidéo. Donc, les faux fuyants, ce n'est pas des bonnes choses. Quand on accuse toujours l'UPADS et Lissouba, oui, admettons que c'est Lissouba qui a tué le pays. Mais vraiment... Non, on ne va pas dire tout. On va dire que sur 5 ans, il a mis sa part. Il ne faut pas exagérer. Faut pas exagérer. Je n'ai jamais dit ça. Nous avons dit ceci. Moi, je n'ai jamais... le PCT ne se déminera jamais devant ses responsabilités. Je n'ai jamais dit quelque part, ni un jour, que voilà, nous n'avons pas la paternité de la responsabilité de la gestion du pays pendant les 40 ans. Non, nous avons la paternité, nous sommes co-gestionnaires, nous avons la gestion du pays nous avons eu la gestion du pays pendant 40 ans. Donc s'il y a des bonnes choses qui se sont faites pendant ces 40 ans, nous en sommes comptables. Mais s'il y a aussi des mauvaises choses qu'on a fait, nous en sommes comptables. Le PCT ne peut pas refuser sa paternité de la responsabilité de la gestion du pays. Mais seulement, c'est une gestion qui est collective. Elle n'est pas individuelle, elle est collective. Nous, quand nous avons géré le pays, nous avons fait des bonnes choses, comme aussi des mauvaises choses, notamment actuellement avec le problème de la dette dont vous parlez. Mais les sous-bois, pendant les 5 ans qu'il a géré aussi, il a laissé aussi des dettes. Monsieur John, laissez finir, monsieur Niambalat, parce que vous l'avez interrompu. Vous avez juste voulu mettre un point. Laissez-le finir, s'il vous plaît. Bon, est-ce que vous pouvez me donner où est parti le FNACOM? Où est parti l'OCC? Où est parti Wilka? Où est parti la cimenterie de manière de l'outil? Où est parti dans toutes ces sociétés-là que vous avez trouvées? C'est parti dans Boyaka Noki. Mais même ça, vous ne le connaissez pas. Mais quand même, quand nos papas travaillaient dans toutes ces sociétés-là, le 25, les gens avaient leur argent. Nous, la rentrée se préparait bien. On mangeait 3 repas. Mais depuis que le PCT, surtout le président Sassou Nguesso, on mange une fois, c'est le mboniquilage. C'est là où est venu même le terme mboniquilage. Mais avant, il n'y avait pas tout ça. Les salaires, les bourses. Le vieux Gaïno peut me témoigner. À l'université Marion Ngwabi, quand tu es venu en première année, tu avais le droit d'aller à Barnier prendre une mobilette. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que nous avons tous fait de notre génération. Mais aujourd'hui, on peut le faire.
Mais un étudiant congolais, on ne le regarde même pas. On ne se débine pas devant nos responsabilités, Sosten. Hein? On ne se débine pas devant nos responsabilités. Ce que vous dites là, ce sont des choses vraies qui ont existé. C'est-à-dire que dans toute économie, il y a des périodes fastes, il y a des périodes qui sont bien. Mais comme aussi, malheureusement, il y a des périodes aussi, malheureusement, nous atteignons le fond. Donc actuellement, nous ne sommes pas dans une bonne période, c'est vrai. Nous en avons une grande part de responsabilité. On ne va jamais se débiner devant nos responsabilités. Sosten, le PCT a une grande part de responsabilité dans la situation économique actuelle. On ne peut pas le refuser. Il faut être malhonnête pour le refuser. Les entreprises que tu cites, elles ont bien et bien existé, mais aujourd'hui, elles n'existent plus. Comme aussi, il y a de nouvelles entreprises qui sont nées. Donc, on ne peut pas dire que à l'époque, il y avait combien de personnes, il y avait combien d'habitants. Le niveau de l'économie était comment? À l'époque, bien sûr, il y avait pas, on n'était pas 6 millions comme aujourd'hui. On était peut-être 1 million, peut-être 2 millions. Bon, on arrivait à satisfaire les besoins fondamentaux de l'économie nationale, les besoins fondamentaux des citoyens. Aujourd'hui... Et il n'y avait pas de pétrole. Il n'y avait pas de pétrole, par là, tout a été détruit, on a recommencé encore à zéro. Bref, on ne se débine pas devant nos responsabilités. Mais la responsabilité reste collective. Non, monsieur Gabriel, le président lui-même a dit, le président lui-même, s'agissant de l'école, il a dit que avant qu'il n'arrive au pouvoir, le taux de scolarité du Congo atteignait 90%, sinon 100%. Et nous avons décidé de tout détruire. Non, monsieur Gaïno, non. Vous êtes... Moi j'ai écouté cette phrase plusieurs fois. Je pense que c'est de bonne guerre de la part de ceux qui déforment les paroles de dire. Quand il dit nous, excusez-moi, quand il dit nous, il parle des Congolais. Nous, les Congolais, avons décidé. Non, celui qui dirige. Non, monsieur Gaïno. Mais bien sûr qu'il parle comme ça. Il dit nous, les Congolais. Nous avions un taux. Mais il ne dit pas que c'est lui qui a détruit. Mais non. Lui avait son équipe. Non, c'est de bonne guerre. Mais bon, je ne suis... Non, il parlait quand même il parlait du Congolais. Alors, moi, je vais revenir dans le... Le Congolais n'est responsable en rien. D'accord. On va avancer dans les sujets. On va essayer on va parler de ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez vu, ça circule sur le net, hein, le président a nommé un nouveau jeune conseiller spécial au pétrole. Un ancien s'en va, monsieur Denis Ngokana, il sait le faire, mais c'est bien. On a ici critiqué, on a dit qu'il y avait des postes qui étaient à pourvoir parce que d'autres étaient des cumulards. Là, il nomme un jeune qui arrive. Pour certains, c'est le soutien ou c'est la force du ministre des hydrocarbures en place. Pour d'autres, le ministre des hydrocarbures veut être tellement trop puissant qu'il étouffe des jeunes loups et le président a préféré prendre à ses côtés ce jeune qu'il va encadrer et qui se retrouve donc en tandem pour être soit le futur ministre du pétrole lui-même, ou plutôt, demain, M. Onanga peut se retrouver PDG de la SNPC. Que je tiens à vous rappeler que le ministre actuel des hydrocarbures a été conseiller du président aux hydrocarbures, il a fini par être PDG de la SNPC et après ministre. Et vous avez aussi, sauf M. Ngokana qui n'a pas occupé de poste ministériel, mais il a été un ancien PDG de la SNPC lui aussi. Donc, est-ce que pour vous, c'est une bonne chose de voir quand même des jeunes arriver, c'est ce qu'on demandait nous tous. Hein. Le président quand même nomme des jeunes, il prend des jeunes. On ne sait pas si c'est ces jeunes qui font partie. M. Ndion va nous dire que c'est toujours de la science-fiction, mais c'est la réalité. Est-ce que ces jeunes font partie du maillage qui prépare l'arrivée du dauphin, qui est le fils du président? Parce que c'est à peu près la même génération. Mais dans tous les cas, quand on est conseiller du président, on n'est pas loin d'être le futur PDG de la SNPC ou futur ministre. Monsieur Miamalat, c'est vous qui avez la parole. Que pensez-vous de cette nomination et des possibilités qui s'ouvrent derrière? De mon humble point de vue, je dirais que c'est du blanc bonnet blanc, déshabiller Pierre pour habiller Paul ou Thomas. Ça, c'est du pareil au même. Ça ne peut rien changer. Mettre un jeune ne veut rien dire. Parce que, et puis c'est quel jeune? C'est pas un jeune tiré sur le volet. C'est un jeune ressortissant de la famille présidentielle, un membre de la famille. Donc, c'est les mêmes qui tournent, les électrons qui tournent autour du président. Vous ne voulez pas dire le mot, mais je veux dire pour vous, c'est la même tribu, c'est les mêmes origines, c'est le système. Du pareil au même. Mais l'idée que ce soit un jeune quand même, et qu'aujourd'hui, on mette un peu à l'écart ceux qui cumulent les fonctions, ce n'est pas non plus mauvais. Mais ce sont ces jeunes-là qui sont même plus dangereux. Parce qu'ils sont dans l'optique de se maintenir au pouvoir comme leurs parents, comme leur famille. C'est comme ça. Ils ont appris comme ça, compétents ou non.
C'est comme ça que fonctionnent les médiocres. Ils fonctionnent toujours en harmonie entre eux, ils se font les passes. Ce n'est pas un jeune qui vient de loin. Donc, sa jeunesse ne change rien. Pas une surprise pour vous. Madame Opou, la jeunesse, l'arrivée des cumulards, les anciens qui sont pas poussés, hein, mais ça fait partie aussi du spectacle politique de pouvoir avoir quand même une autre génération qui arrive, même si celui qui est au pouvoir est toujours plus âgé, on ne va pas dire plus vieux, hein, ça va être pas mal pris, mais il fait arriver des jeunes, et puis voilà. Vous êtes sur la radio Macambi, nous continuons notre débat en compagnie de tous nos animateurs. La suite du débat. Le positionnement est quand même en train de dire que on a désormais un futur ministre potentiel ou tout simplement un futur PDG de la SNPC qui est là en tandem et qui attend son tour. Non, mais le problème, c'est vraiment pas le problème ni des jeunes, ni des vieux, ni je ne sais pas quoi. C'est quoi ces problèmes-là? Nous avons besoin des compétences là où il y a du travail à donner. Nous avons besoin des gens qui ont des compétences et de l'expérience. Qui vous dit que les personnes qui ont un certain âge n'ont pas de compétences? Et qu'est-ce qui dit qu'un jeune est plus compétent parce qu'il y a un autre qui est plus âgé que lui? C'est quoi ses compétences? Qu'on donne son curriculum vitae, qu'on voit qu'est-ce qu'il a fait, quelle est son expérience, pour qu'on puisse le mettre là où il est. C'est ça le problème. Moi, je pense que quand on pose le problème dans l'âge, jeunesse, vieux, c'est pas quoi, mais on est jeune de 7 à 99 ans. Hein. Nous avons aujourd'hui le président Macron ici. C'est un jeune, hein? Est-ce que cela veut dire que le travail qu'il fait est parfait? Il y a des personnes d'un certain âge. On a connu Chirac, plus âgé. On a connu Mitterrand, plus âgé. On a connu Charles de Gaulle, plus âgé. Alors, le jeune, qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau? C'est des faux débats. Nous sommes ces personnes âgées, on va appeler ça comme ça. Nous avons des compétences, nous avons l'expérience, nous connaissons, nous savons. Il faut faire avec ceux-là. C'est pas parce que c'est un jeune. Un jeune peut être encore plus glouton que les vieux. C'est pas ça ce que l'on veut. Si vous me dites, on a pris une personne, peu importe son âge, mais cette personne-là a des compétences, l'expérience, on a vu ce qu'il est, il nous fera un bon travail, peu importe s'il a 8 ans. Il n'y a pas de problème. Mais vous me parlez des jeunes de quoi là? On vous voit, vous les jeunes. Il y a plein de voyous au pays là-bas. C'est des jeunes, hein? C'est pas des vieux. Alors là, ce ne sont plus les hommes, c'est aussi les jeunes. Tant qu'ils sont hommes, c'est pareil. Hein. Jeunes ou vieux, hommes, il y a un problème. Voilà un peu, si j'avais quelque chose à dire. Non. Ça, c'est des beaux débats. Je ne dis pas faux débats, c'est des beaux débats. Mais il faut savoir mettre vraiment les choses à leur place. Hein? Aujourd'hui, on part, nous sommes les parents des années, on va dire 40, 50. Nous avons encore la force, les capacités, l'expérience de pouvoir apporter quelque chose à ce pays. Vous n'allez pas nous dire qu'aujourd'hui, on va prendre des jeunes de 20 ans, 30 ans, voilà quoi, je sais pas quoi, parce qu'ils sont quoi? Ça veut dire quoi, jeunes? Jeunes quoi? Donnez-nous des jeunes qui ont des compétences et l'expérience. Mettez jeunes, compétents, expérimentés, qui a eu comment on appelle ça déjà? Qui a déjà vécu les problèmes de la vie. Qui sait ce que c'est que tomber, ce que c'est que se relever, hein? Qui sait ce que c'est que se sacrifier, qui ne vient pas pour ton intérêt personnel, qui vient pour l'intérêt de la société, qui vient pour apporter quelque chose à son monde, qui connaît. Ah non, ce n'est pas ces jeunes du Congo-là. Vraiment, non, pas ceux-là. Je ne sais pas, je ne le connais pas. Mais, alors, prouvez-moi le contraire. En ce moment-là, je vous dirai ce que j'en pense. D'accord, merci beaucoup. Hein. En tout cas, c'était peut-être la faute aux jeunes qui sont très ambitieux et qui, comme disait mon père, la cupidité dirige souvent beaucoup d'entre eux. Mais il y a aussi le fait que c'est un système qui happe tous ceux qui m'aiment, qui ont la bonne volonté. Si vous rentrez dans le système, comme disait Mme Mitterrand, hein, je crois que c'est Mme Mitterrand, ou Mitterrand, je ne sais plus, quand on entre dans un système, on devient le système. Donc, est-ce que le système est fait pour que les gens brillent, les compétences émergent, ou plutôt que les compétences soient dissoutes dans un système qui ne veut pas reconnaître, enfin qui ne prend pas les gens au mérite. Monsieur Gaïno, est-ce que ce système, c'est une méritocratie? Le professeur Galebay, lui, il dit il y a 4 critères. Hein.
premier critère, c'est de connaître le président pour être nommé ou d'occuper un poste. Le deuxième, c'est connaître les membres du gouvernement. Le troisième, c'est promotion canapé. La troisième compétence, c'est être, devenir, entrer dans les loges, hein, être dans ces sectes-là, qui sont le critère de reconnaissance. Et puis je crois que le quatrième, j'ai oublié, mais je pense que ça fait aussi connaître les enfants et puis faire partie de tout ça. Est-ce que là, dans ces 4 critères, vous trouvez le mérite, la compétence? Monsieur Bilbé, je vais vous surprendre. La compétence n'est pas du domaine de monsieur du pouvoir actuel. D'ailleurs, ce n'est pas un secret de polichinelle. Si vous vérifiez qu'il y a beaucoup de jeunes bouchers qui sont ici en France, qui ont un salaire au Congo, ce n'est pas un secret polichinelle. Vérifiez si quelqu'un m'en doute. Ils sont ici, ils ont des salaires là-bas. Alors, donc, M. Sassou a envie d'enrichir sa famille, sa tribu, son clan. Malheureusement, l'argent qu'ils prennent, au lieu même de créer des entreprises, ils vont mettre dans les paradis fiscaux, ils viennent acheter des maisons ici, des belles voitures. Voilà. Donc, ce n'est ni de la compétence, ni quoi, c'est encore une façon de distribuer le pouvoir dans son cercle familial. Et ce que dit le professeur Galibaï, c'est juste. On voit des ministres qui ont des enfants qui sont en même temps conseillers dans le cabinet du père, machin. Ça n'existe qu'au Congo. Si vous appelez encore que le Congo est géré, pour moi, c'est un pays qui n'est pas géré. Il y a personne aux commandes. Donc, je m'arrête là parce que je risque d'en dire trop. On risque même de faire vomir ce pays. Allez au Rwanda. On critique Kagame. Allez au Rwanda, vous allez voir comment le Rwanda se développe. Mais il est entouré de sa famille, M. Kagame aussi entouré de sa famille. Hein. N'oubliez pas que son fils. Ah non, monsieur, mais écoute. Sa fille, son fils gère le fonds rwandais. Oui, M. Kagame est un autre dictateur en costume et veste. Non, Kagame, si tu prends ton fils qui a des compétences, je ne crois pas que les gens vont critiquer. Monsieur Kagame. Pourquoi son fils serait plus compétent que les fils des autres? Monsieur, pourquoi tu le défends? Pourquoi tu défends? Moi, je réponds, tu défends. Non, je ne défends pas. Le débat, c'est entre toi ou entre... Non, si le débat, c'est entre toi et moi, ça va. Non, je pose la question. Moi, je prends des exemples. Oui. Mais monsieur, non, mais là, on va répondre à monsieur Gaïno quand même. Là, ce n'est pas une question. Je vais tout simplement dire quelque chose. Monsieur Kagame fait venir la diaspora. Et dans beaucoup de pays, on voit ça au Cap-Vert, on voit ça dans certains pays. On fait venir la diaspora. Et il y a des cadres qui sont de la diaspora que le gouvernement fait revenir au pays parce que on les trouve compétents, ils ont une expérience, ils ont travaillé dans telle entreprise. Dites-moi, quand le Congo a fait venir les membres de la diaspora pour travailler, s'ils ne sont pas de la famille présidentielle ou bien s'ils ne sont pas petit-fils ou petit-frère du ministre, je n'en connais pas. Non, monsieur Gaïno, on va quand même répondre à monsieur Gaïno. Hein. Ah, je sais tes réponses, je les connais. Comme M. Gaïno aura fini, parce que vous aviez dit qu'il fallait qu'il finisse. Non, mais vous avez dit qu'il devait finir. M. Gaïno, vous avez fini? Bah écoute, si vous ne me laissez pas finir... non, mais vous allez laisser finir. Moi, je me suis tué. Vous laissez finir parce que je pose des questions. Vous avez dit qu'il fallait que je laisse finir. Vous allez laisser finir parce que vous avez fini. Je pose la question. J'allais tout simplement conclure pour dire que M. Sassou Prince, ce jeune qui le nomme là, on n'attend rien. Ce sera le même béaba, on a vu. Il a décrété, je me souviens un gouvernement qui décrète l'année de la jeunesse après avoir détourné 14 milliards destinés à la jeunesse. On trouve toujours des raisons, ça ne manque jamais. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en dise? Qu'il continue. Monsieur Ndion, vous allez répondre? Les fléaux qui existent au Congo, notamment dans la fonction publique, tels que les fonctionnaires fictifs, qu'on retrouve en Europe, ici, en France, des Congolais qui touchent des salaires au pays. Ça a été les gouvernements successifs depuis Andeli 1 jusqu'à Andeli 2 jusqu'à aujourd'hui avec M. Anatole Kolima-Kosso. On a décrié cet état des choses, on l'a condamné, cet état des choses, des audits ont été faits. On retrouve en Europe ici, pas seulement des Congolais mochi. Ne tribalisons pas le débat, M. Gaïno. Vous ne pouvez pas dire qu'on trouve des mbochi ici. Je n'ai pas dit seulement des mbochi. Non. N'utilisez pas le mot mbochi parce que là, vous tribalisez le débat. J'ai dit les mbochi et ceux qui ont des parents. J'ai dit les mbochi et ceux qui ont des parents. Vous avez parlé tout à l'heure. Moi, je vous réponds. Ne déforme pas ma parole. Ne déforme pas ma parole. Non, les Congolais qui sont ici, il y a des Lari, il y a des Bakongo, il y a des Vili qui trichent avec la République
qui sont des fonctionnaires fictifs au Bled là-bas. C'est connu de tout le monde. Ils sont ici, ils continuent et ils perçoivent les salaires. Il n'y a pas que les mots. Maintenant de deux, M. Gaïno. Moi, je pars du principe que nommer quelqu'un, la base doit être, les critères de base doivent être, excusez-moi, la compétence, c'est tout. Qu'il soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Quelle est la compétence de ce jeune? Monsieur Gaïno, s'il vous plaît, laissez-le parler. Non, monsieur Gaïno, vous avez parlé. Non, monsieur Gaïno. Mais laissez-le, parce que pour vous, il m'a demandé de ne pas poser des questions, je vais laisser parler. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur. Il faut respecter comme les. Souffrez un peu. Ce sont des Congolais. La question, quelle est la compétence? Quelle que soit leur appartenance géographique, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est à l'ouest, dès lors que c'est un Congolais, M. Onanga en l'occurrence, dès lors qu'on reconnaît en lui des compétences, il connaît le pétrole, il connaît le métier. Moi, je connais pas, j'ai pas sa biographie en tête. Je ne sais pas s'il est du domaine, il n'est pas du domaine. Il est ingénieur en pétrole, il est ingénieur dans ce domaine. Il est ingénieur, voilà, on ne peut pas ça fait plusieurs années qu'il a travaillé dedans. Voilà, on ne peut pas se permettre de nommer quelqu'un à la tête d'une structure pétrolière qui ne maîtrise pas les méandres du pétrole. Donc, il a des compétences. Oui, mais on peut douter du système qui ne fait pas évoluer le pays. C'est pour ça qu'on pose. C'est pour ça. Oui, dès lors que moi, je ne m'oppose pas. Dès lors qu'il a des compétences, il n'y a pas de souci. Moi, mon critère, c'est les compétences. Qu'il soit de ma région, pas de ma région, du nord, du sud, de l'est, peu importe. Il a des compétences, oui, on peut le... Voilà, mais non, le parallélisme que vous faites, il est intéressant, le parallélisme que vous faites, monsieur le journaliste, monsieur Belébé, le Caïus, entre le ministre actuel des hydrocarbures qui est passé par là aussi, conseiller spécial du chef en matière d'hydrocarbures. Après, il est passé ministre, et puis aujourd'hui, voilà, il est ce qu'il est. Et donc, Onaga risque de... Mais tout ça là, c'est de bonne guerre. Hein. C'est de bonne guerre. Les plus compétents remplacent les moins compétents. C'est tout. Si demain, il est ministre, c'est qu'on estime qu'il a fait du bon travail. On reconnaît l'art par son fruit, par ses fruits. S'il fait du bon travail, que demain, il devient ministre, pourquoi pas? On le lui souhaite. Dès lors qu'il y a la compétence, dès lors qu'il y a le travail, dès lors que les résultats sont bons, pourquoi pas? Mais si le problème se pose, M. Caïus, parce que les nominations sont faites, on est tous contents, et que les résultats ne suivent pas, là, c'est pas bon. Mais si les résultats vont suivre, il n'y a pas de souci. Il n'y aura pas de résultats. Oui. Juste une question. Une question. Vous n'aimez pas le terme, je n'aime pas non plus le terme, mais le terme, les choses, il faut les poser comme elles sont. Il ne faut pas l'utiliser. D'accord. Si tu n'aimes pas le terme, il ne faut pas l'utiliser. On va poser ça subliminalement. Pourquoi le PDG, ou pourquoi comment dire ça, les cadres proches du président du domaine pétrolier doivent toujours venir du même endroit? Pourquoi? C'est pas, je sais pas, c'est pas une coïncidence? Vous prenez Sassou 1 ou Sassou 2 là? L'ensemble. Non, ils sont plus compétents que les restes des Congolais. Mais non, il ne faut pas dire ça, Sostène. On ne peut pas dire ça. Mais moi, je me dis que, écoutez, je me dis que dans chaque domaine de compétences, il y a beaucoup d'intellectuels congolais, il y a beaucoup de compétences, il y a beaucoup de gens compétents, il y a beaucoup de gens diplômés, tout et tout. Mais c'est un fauteuil, hein. On peut pas prendre 2, 3, 10 personnes là-dessus. On va faire, vous êtes bon en mathématiques. Mais ça, il y a eu 5 PDG de la SNPC. Sur 5 PDG, un seul était Vili, pratiquement. Encore que je ne sais pas. Je pense qu'ils étaient tous du même endroit. Est-ce que... Tu es de la maison, essaye un peu de nous les citer là. Tu es de la maison. On va prendre M. Bruno Itoa, Olombo, Doningo Kana, Bunji, M. Jérôme Koko. Je ne peux pas le situer, mais je pense qu'il était aussi du Nord. M. Raoul Omiga, Oyo, 4. Monsieur Caïs, pardon, une question. Regardez dans le gouvernement, je pose la question, quels sont les ministres qui sont à vie dans le gouvernement de M. Sassou? Sont-ils de quelle origine? Majoritairement, M. Gaïno, on peut faire l'équilibre. Vous avez quand même un équilibre. Et là, vous pouvez, et c'est là où je rejoins un peu M. Ndian, je trouve que ceux qui tribalisent le débat, ils vous sortent cet argument. Les gens qui viennent d'une telle région sont des marionnettes. Les autres sont les accompagnateurs. Ceux qui dirigent le Congo, c'est les parents du président. Mais quand on regarde, je vous réponds. Parmi les fidèles, et ça c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement, parmi les fidèles du président, l'un des fidèles,
que même l'ISPA n'a pas pu acheter, s'appelle M. Mvouba. Il n'est pas embauché. Il est aussi là depuis que le président soit revenu au pouvoir. Et comme ça, ils sont nombreux comme ça. Mais les gens préfèrent dire que c'est une marionnette. C'est une... Mais M. Kaino, là n'est pas le débat. Essayons d'éviter ce débat-là parce que ça sera non. Évitons-le pour aujourd'hui. Parce que le débat devient tribal. Oui, il faut l'éviter. Ça, c'est pas bien. Aller sur notre terrain. Vous ne voulez pas la vérité. Non, je pense qu'elle est faussée. Elle est faussée, M. Kaino. Nous sommes sur une question. On est sur une question. Mais il faudra bien le faire un jour. On est sur une question. Aujourd'hui, la jeunesse au pouvoir. On a dit que le président est en train avait promis des postes aux jeunes. Je pose la question. Il y a eu un jeune qui est arrivé et nous dit, nous tous nous constatons que malheureusement, ils viennent du même endroit. Pourquoi? C'est la question. Bon, si on pouvait avancer aujourd'hui, il y a un autre débat qui a été soulevé par un autre collègue qui est de CNTV, il faut le citer. Nous, on avait prévu le faire il y a une semaine. On n'a pas pu parce qu'on n'a pas pu. Mais on va le faire, ce débat-là. Avez-vous remarqué que le Congo, comme disent les Congolais, il y a beaucoup d'églises au Congo et ces églises sont représentées au sein du gouvernement, au sein des instances dirigeantes, que ce soit au poste clé de direction ministérielle. On a des pasteurs, on a des prêtres. Est-ce que le Congo est béni? Pas d'affirmation gratuite. Citez les noms, s'il vous plaît, des ministres qui sont pasteurs. Alors, on va citer Charité de cause par soi-même. Vous avez M. Bruno Itoa, vous avez M. Imbombo. D'accord? Vous avez lui-même le Premier ministre qui est allé inaugurer son église, il a montré, on l'a vu, d'accord? C'est pour citer ces exemples-là. Ce sont des pasteurs. D'autres sont des pasteurs. À la RPCE, le PDG est pasteur. Donc, ils sont nombreux, ces pasteurs-là. Alors, la question qu'ils posent, c'est que les Congolais, quand ils regardent, comme disent à côté, la lumière, on ne la voit pas. Le pays, beaucoup de problèmes. Nous sommes dans une dette, dans une crise qui ne dit pas son nom, ou que l'on nous fait dire qu'il y a une crise. Mais le train de vie de certains, lui, il continue à progresser. Il y en a qui prennent des jets privés pour aller à l'étranger. Question, si on a autant de pasteurs au sein du gouvernement, alors quand on regarde la Bible, les pasteurs, les prêtres, les hommes de Dieu, quand ils étaient auprès du roi, c'était pour lui prêcher la bonne parole et le pays était béni. On pose la question, le Congo est-il béni quand on voit ça? Ou est-ce que nous posons là encore un faux problème? Comme M. Ndion, vous qui considérez que c'est la science-fiction, est-ce que la science-fiction, dans ce cadre-là, peut avoir lieu? Bon, mais écoutez, moi, j'aimerais quand même corriger quelque chose sur le Premier ministre. Le Premier ministre, c'est vrai qu'il a inauguré une église, mais cela ne veut pas dire que c'est un pasteur. Hein. C'est un homme politique, il est croyant. Tous les hommes politiques au Congo sont des croyants. Hein. Ça, vous savez que le Congo est un pays laïque. Excusez-moi. Le Congo est un pays laïque. Il ne devrait pas afficher ça. Il n'aurait pas dû nous montrer. Il n'aurait pas dû. Il n'aurait pas dû. C'est un pays laïque. Il n'aurait pas dû nous montrer. Je ne connais pas un seul homme politique qui se soit. Il y a des gens politiques qui sont mariés à l'état civil et à l'état sur le plan coutumier, mais après ils se sont mariés. Oui, mais lui il est Premier ministre et il doit rester neutre. Il devrait rester neutre. Il devrait rester neutre. Aller inaugurer une église. Je vous dis, c'est pas un pasteur. Il a été invité, il a participé à l'inauguration. Non, il a financé. Il a financé l'église. Non, monsieur Tom, il a financé. C'est son église. Il est là-bas qui va prêcher. Maintenant, pour les deux, bon, ça, je ne peux pas vous le confirmer s'il a financé. Maintenant, pour les deux ministres, que ce soit monsieur Jean-Bruno Itoa, que ce soit monsieur Ibombo, c'est des ministres, ils sont aussi pasteurs. Bon, moi, je dis ceci. Ce n'est pas, à mon avis, aussi, à mon avis, la croyance en Dieu n'est pas incompatible avec l'exercice du pouvoir. La preuve, toute autorité vient de Dieu, dit la Bible, et d'autre part, les premiers présidents, on ne les appelle pas présidents, les rois de l'époque, les pharaons de l'époque, avaient les deux pouvoirs. Et le pouvoir spirituel, parce que toute autorité vient de Dieu, ils étaient oints, ils étaient choisis, et également le pouvoir politique, administratif. Bon, je pense que ce n'est pas incompatible. Si les hommes de Dieu, si les ministres qui sont en même temps serviteurs de Dieu travaillent conformément à leurs croyances religieuses, donc travaillent bien, normalement, ils doivent être des exemples, des modèles. Ça doit constituer normalement une bénédiction pour le gouvernement, une bénédiction pour le pays. Mais, comme on le dit, nous ne sommes que des êtres humains.
même ces pasteurs-là ne sont que des êtres humains avec leurs qualités et leurs insuffisances. Je ne veux pas les juger parce que la Bible dit ne jugez point. On est qui pour juger l'autre? Ne jugez point. Ils travaillent, ils font ce qu'ils peuvent faire, ils gèrent leur ministère comme ils peuvent le faire, mais le souhait, la volonté, l'idéal serait que, effectivement, de la même manière qu'ils craignent Dieu, et bien de la même manière qu'ils gèrent la chose publique conformément à la crainte qu'ils ont vis-à-vis de Dieu. Donc pour vous, je pose la question. C'est une bénédiction pour le Congo d'avoir des gens de cette trempe-là, pasteurs, serviteurs de Dieu, ou pour le Congolais aujourd'hui, ça pose problème parce que l'assiette du Congolais, elle n'est pas remplie, elle n'est pas fournie. Comme dit M. Mamniabalat, on ne mange pas 3 fois par jour. Parfois même, il y en a qui ne mangent pas du tout ou qui mangent très rarement. C'est une bénédiction. Tu sais, M. Caius, je te prendrai juste une minute. Lorsque tu vois l'histoire des États-Unis d'Amérique, tous les présidents, je dis bien tout, hein, les présidents qui se sont succédés, sauf un, sans d'obédience franc-maçonnique, sauf Donald Trump qui était un chrétien. Et parmi les raisons, elles sont nombreuses, hein, les raisons, parmi les raisons qui ont fait qu'il puisse être élu là, entre autres, c'est ça. Au moins, pour la première fois aux États-Unis, on a un président qui est chrétien. Peut-être que ça peut changer un peu les choses. Donc, avoir dans un gouvernement des ministres qui sont serviteurs de Dieu, moi je dis ceci, c'est pas mauvais par définition, c'est pas incompatible. Parce que la religion, ça soigne l'esprit et la politique, elle est là pour soigner le corps. C'est vrai que les résultats devaient être que le Congolais puisse avoir quelque chose dans son assiette, que le bien-être puisse être là, que le peuple puisse être très bien. Mais ce n'est que des êtres humains. Monsieur Ibombo, Monsieur Jean-Richard, ce n'est que des êtres humains. On a compris. Vous limitez seulement, vous limitez qu'à eux, mais il n'y a pas que eux. Hein. Ne vous limitez pas qu'à eux. On a dit aussi les RPC. Allez-y, monsieur Miambalat. Monsieur Miambalat, allez-y. Allez-y, 3 minutes, vous avez. S'il vous plaît, ne dites pas ça. Quand on est pasteur, son nom ne devait pas se figurer dans les paradis fiscaux. Quand on est pasteur, on doit quand même éviter l'inéquité. Mais quand on voit, pour moi, ce sont des pasteurs qui prennent part aux œuvres du ténèbre. Ils prennent part aux œuvres des ténèbres. C'est pas des pasteurs. Faut argumenter. Mais je l'ai dit déjà, un voleur, quand tu as des milliards dans les paradis fiscaux, c'est pas un argument déjà? Si. Bon, mais donc... Mais pourquoi tu parles des ténèbres? Parce que là, tu parles des ténèbres, là. Avoir de l'argent dans un... La Bible, c'est interdit. Le vol est interdit. Mais les 10 commandements, à moins que ça soit d'autres églises. À ma connaissance, j'ai fait un peu le catéchisme. On nous disait, tu ne tueras point, tu ne voleras point. Et puis, avoir plusieurs des maîtresses à gauche, à droite, le mensonge, et tout ça, les 10 commandements punissent. Plusieurs maîtresses, tu es tout. Tu as des preuves de ce que tu avances là? Mais j'ai des preuves. De ce que tu avances, ils ont plusieurs maîtresses. Donc même les paradis fiscaux, vous dites que c'est faux. Il faut laisser. Non, monsieur Ndian, vous l'interrompez beaucoup. On vous interrompt, vous n'êtes pas d'accord. Laissez-le parler, monsieur Ndian. Vous l'interrompez. Donc, ce n'est pas des bons pasteurs. Mais de toutes les façons, comme on cite la Bible, elle dit aussi que plusieurs viendront à mon nom. Ils seront des prophètes, il y en a qui diront, et les gens les suivront. C'est aussi biblique, non? Donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait des pasteurs ministres, qu'il y ait donc à chacun de croire. Tu ne jureras point, c'est vrai, mais ces pasteurs-là, ils ne sont pas saints d'esprit. Ce sont les œuvres des ténèbres. Voilà ce que je voulais ajouter sur ce que M. Gabriel Nzion disait. Que oui, l'œuvre humaine n'est imparfaite, mais là, nous-mêmes, nous voyons. Parce qu'on ne va pas tromper les Congolais. C'est comme si même les 14 000 milliards n'ont pas existé. Vous allez voir, il y aura quelqu'un qui dit non, c'est faux. Alors que c'est le ministre, là, comme celui qui était le porte-parole du gouvernement, qui nous l'a dit officiellement. Et même le président lui-même nous a dit pendant la campagne que vous voulez qu'on donne les 14 000 milliards à cette dame qui pose la question quand il répondait à un journaliste. Mais vous allez voir que certains membres du PC diront non, c'est faux. Il n'y a jamais eu les 14 000 milliards, c'est une vue de l'esprit. Non. Personne n'a jamais dit ça. Non, mais il y en a qui pourront le dire. Hein. Ah oui, ils sont malhonnêtes, c'est tout. Et donc, il n'y a pas de pasteurs, c'est des faux pasteurs. Donc, c'est un point de vue. Merci. Madame Apou,
est-ce que vous êtes la reine du royaume Téké, donc Dieu, vous le définissez autrement, mais comme tout le monde, vous devez croire en Dieu. Est-ce que quand on croit en Dieu, comme dit M. Sostel, on sert d'exemple, M. Ndian dit nul n'est parfait, Dieu le dit aussi, hein, nul n'est parfait, donc on ne va pas juger les gens, mais la question que l'on pose, nous, c'est est-ce que avoir des serviteurs de Dieu auprès du roi, auprès du chef, ça aurait dû être pour les populations une bénédiction pour le Congo. Oui, moi je verrais les choses en 2 points. Premier point, c'est que quand nous sommes... Moi je suis une Kwembalienne, donc je ne suis pas dans ces trucs-là de chrétienté. Nous avons nos croyances de base. Je suis l'enfant d'un Kwembali, nous croyons en Dieu Tout-Puissant, sans plus. Ici, quand nous avons parlé des religions, on nous disait que c'était des colons que nous avions emmené des religions, et ces religions, c'était pour nous infantiliser. Bref, on a suivi cela, mais malgré toutes ces informations, et pourtant les Africains sont toujours dans ces religions, chrétiens, etc. Aujourd'hui, ce sont les Africains eux-mêmes qui prennent maintenant le flambeau, qui deviennent des pasteurs. Montrez-moi l'université, là où on forme les pasteurs. On se réveille un matin et on est pasteur. Oui, nous avons vu les kimbanguistes et les je ne sais pas quoi qui ont une histoire, etc. Mais aujourd'hui, il y a des pasteurs partout. Vous savez, quand je suis au Congo, s'il y a quelque chose là où je me pose plein de questions, dans chaque coin de rue, maintenant, il y a des églises de réveil. Je crois que être pasteur, c'est devenu un métier au Congo. Vous cherchez des entreprises, mais n'allez pas loin. Comment on appelle ça? Est-ce qu'il y a une exigence quelconque pour pouvoir ouvrir une église de réveil aujourd'hui? Tout le monde se réveille un matin. Je crois que le métier maintenant aujourd'hui, c'est pasteur. Maintenant, quand ça arrive au niveau de l'église, là, ça prend une autre connotation. Ça devient une autre forme, une autre manière de faire la politique. Ce n'est que la politique. C'est juste une manière d'avoir un groupe de personnes avec soi que vous allez avoir entre vos mains et que vous allez manipuler. C'est que de la manipulation. Je ne crois à aucun pasteur qu'il me montre le diplôme qu'il a eu, comme au moins les prêtres dans des églises catholiques. Ce n'est pas quelqu'un qui se réveille un matin qui dit « je suis prêtre » ou « je deviens cardinal ». Il y a quoi là? Je crois qu'il faut s'inquiéter de ce qui se passe. Et quand ça arrive au plus haut niveau, c'est encore plus inquiétant. C'est plus politique qu'autre chose. C'est encore une manière de manipuler les populations. On en a assez. C'est quoi c'est? On parle d'une population congolaise qui meurt de faim, qui ne mange pas à sa faim, une population qui traîne dans la rue. Maintenant, on a des clochards dans les rues, on a des enfants qui mendient dans les rues, on a des fous partout. Mais vous imaginez? Et ces gens-là doivent aller dans des églises où il y a il y a des pasteurs, et à chaque fois, ils doivent apporter des mabonzas. Mais où est-ce qu'ils vont trouver ces mabonzas si eux-mêmes, ils n'arrivent pas à trouver à manger? Si au moins ces églises les nourrissaient, comme Coluche ici, qui a fait les restos du cœur, on comprendrait quelque chose. Tout ça, les gens sont toujours plus pauvres, plus ils vont dans les églises de réveil, plus ils sont pauvres. Il faut que ça s'arrête. Les ministres devraient être là pour formuler tout ça et apporter quelque chose de mieux à la population. La réponse à la misère de la population, c'est pas mettre en place des églises de réveil. C'est pas ça. Hein? C'est mettre en place des entreprises, ils ont des moyens pour ça, ils ont beaucoup d'argent, ils gagnent beaucoup d'argent, ils créent des entreprises et les Congolais auraient du travail. J'en ai terminé. Merci la reine de votre passion pour ça. La question que vous avez posée à la fin, qui est une bonne question que j'aurais bien voulu poser aussi, mais je vous la pose quand même à vous tous. Je pose à M. Gaïno qui va prendre la parole. M. Gaïno, comment se fait-il que l'État laisse faire, ça les arrange d'avoir une population sous contrôle par les églises? Vous n'entendrez pas les églises dire aux gens, il faut vous réveiller, aller travailler, créer des emplois. La politique, c'est pour les politiciens. Vous faites autre chose. Mais on ne dit pas aux gens, et on ne voit pas, comme dit Mme Opou, les églises faire des dons financiers, créer des fonds pour aider les gens à créer des commerces et tout le reste. Hein. Mais les gens apportent souvent les dîmes à l'église. On n'est pas là pour juger, pour condamner les églises. La question qui se pose, c'est que beaucoup d'acteurs participent à la misère des peuples au Congo et en Afrique et ailleurs. Les églises ont été actrices de la colonisation, de la traite négrière, comme dans plusieurs pays. Question que je vous pose, c'est
Faut-il, aujourd'hui, on revient à cette question, dire que c'est une chance pour les Congolais, les Africains, d'avoir dans les hautes instances de l'État des gens qui servent Dieu, qui peuvent apaiser ou plutôt orienter les décisions politiques dans le bon sens pour servir le peuple et développer un pays. Personne ne me posait cette question. J'ai fait le séminaire et pendant quand même de longues années pour être prêtre. Je suis parti de là parce que j'ai découvert certaines choses. Et à cette époque-là, quand je venais à Brazzaville, je dirigeais les messes. Tu pouvais compter, en dehors du jour de Noël, tu comptais le dimanche 10 au plus, franchement 15 personnes dans l'église. Et la misère grandissant dans ce pays-là, on a vu les églises se remplir. Vous savez, c'est ce qui s'est passé au Brésil. L'islam voulait s'installer au Brésil. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit des mosquées. Et les gens venaient, on leur donnait à manger. Ils donnaient du travail aux jeunes. Et c'est comme ça qu'ils ont eu des musulmans. J'ai été au Congo, j'ai vu la même chose. J'ai vu qu'à Poto, les musulmans, souvent le dimanche, après leur sacre-là, ils distribuaient à manger. Du riz, des choses comme ça. Ça attire les gens. Vous savez que certains pays comme le Rwanda, que je viens de citer encore, ils ont fermé des églises. Au Portugal, il y a eu des églises qui ont été formées. Et Madame Opou venait de vous dire que, vous savez, la Bible est allégorique. Il faut l'étudier. Pour être prêtre, ça demande beaucoup d'années d'études pour comprendre la Bible. Et vous avez des gens qui ont lu la Bible à leur manière, sans comprendre même les proverbes, qui en font maintenant les siennes. Je dis non, ce n'est pas ça, M. Caius. Si le Congo était un pays dirigé, je pense qu'on peut limiter ces choses. Allez à Brazzaville, vous allez voir dans une même rue, vous pouvez trouver au moins 4-5 églises. C'est du commercial, c'est n'importe quoi. Pour moi, si le Congo était dirigé, si je suis dirigeant du Congo, je vous jure que d'abord, il y a un jour pour prier le Seigneur, il y a un jour pour travailler. Le dimanche, vous pouvez prier le Seigneur jusqu'à 1h donnée. C'est-à-dire que pour moi, vous commencez vos messes à 8h, à midi, les églises doivent être fermées. Et il ne peut pas avoir une multitude d'églises, puisque vous priez le même Dieu. Mais rassemblez-vous. Pourquoi avoir des multitudes? Et ce qui me surprend, c'est ce que je viens d'apprendre d'un Premier ministre. Il ne faut pas confondre. Quand on a des responsabilités, on doit savoir les assumer. On ne peut plus faire ce qu'on peut faire librement. Il y a la séparation entre l'Église et l'État. Et le Premier ministre, partout, il représente l'État. Donc, faire des choses comme ça, moi, c'est toujours un peu vraiment triste de voir comment ce pays-là, qui n'est pas dirigé, il y a un empereur qui est là, et c'est tout, qui règne, qui s'accapare des richesses du pays, qui les distribue à sa bonne volonté. Mais ce qui est de la direction du pays, ce qui est de la gouvernance, c'est totalement nul. J'en ai terminé. Je vous remercie pour avoir pu faire cette émission le mardi, parce qu'on avait besoin de faire ça. Je vous remercie pour tout, parce que vous êtes toujours présent, donc, comme on dit, du bénévolat. Vous aimez ce pays que tout le monde aime, qui est le Congo, cette terre qui nous attache malgré la distance. Quel que soit l'endroit où on va, on reste attaché au Congo. Et ceux qui nous écoutent, on leur demande de nous excuser si nous sommes trop passionnés et que parfois on est obligé de pouvoir taper là où d'autres aimeraient qu'on puisse se taire, mais nous ne pouvons pas nous taire. Si nous voyons là où nous sommes et où nous voulons être, je pense que pour beaucoup d'entre nous, nous aimerions voir ce bonheur être au Congo et nous aimerions bien être au Congo plutôt que d'être à l'étranger. Et malheureusement, les choses font que parfois, et on est obligé de s'exiler, parce qu'on représente parfois, parce que certains n'acceptent pas ce que nous voulons, nous pensons. Mais pour terminer, je vais terminer sur une note, je vous laisse terminer, ou chacun de vous va conclure. Je vais vous laisser terminer sur une note qui m'a beaucoup marqué, qui m'a plu. C'est le match France-Italie. J'ai trouvé une équipe de France complètement différente du match contre l'Israël. Il y en a qui ont même pensé qu'il y avait un complot, que la France ne voulait pas battre l'Israël pour éviter de les humilier ou de leur donner des chances de gagner. En tout cas, j'ai vu une équipe incroyable. Les 3 buts, j'en ai vu 2 impressionnants. Je ne sais pas pour vous. En tout cas, ce sera sur cette note-là que je terminerai. Une note de joie et d'espoir. Et j'espère que le football congolais va retrouver ses lettres de noblesse et que ceux qui dirigent le football congolais vont très vite se ressaisir. Parce que sinon, tout le monde en 2026 prendra sa part pour que les choses aillent dans le sens que le peuple veut, parce que notre radio, c'est la radio du peuple et nous nous mettons tous les côtés du peuple. Je vous laisse terminer chacun de vous 1 minute pour conclure. On va commencer par la seule et unique reine, la dame
qui est dans le groupe. Madame Opou, vous êtes la première à commencer. Et Monsieur Miambalat va clôturer. Madame Opou. Merci en tout cas, mais je n'ai pas grand-chose à dire. Je suis très, très contente vraiment du débat, des échanges. J'adore la contradiction parce qu'on apprend beaucoup des échanges. Prions, comme on le dit, moi, la Nkwembalienne, la reine, la seule et l'unique, pour que notre pays soit vraiment dans le bonheur. Ma foi, les problèmes, c'est ça. On ne peut pas ne pas, un pays ne peut pas ne pas avoir des problèmes. Tous les pays ont des problèmes. Faisons face à nos problèmes avec beaucoup de maturité, hein, résolvons nos problèmes et puis rehaussons le niveau de notre pays pour que les générations futures puissent bénéficier du travail que nous faisons aujourd'hui. On espère qu'on a apporté quelque chose aux autres, mais n'empêche, qui sait tout ne sait rien. Les autres aussi pourront apporter ce qu'ils ont comme contribution. Merci en tout cas. Merci pour cette belle initiative, pour ces échanges. Merci beaucoup. Monsieur Dian, vous êtes le second. Écoutez, moi, j'aimerais quand même rectifier une chose, non, deux choses, en guise de conclusion. Premièrement, les ministres Ibombo et Jean-Richard Itoa sont des pasteurs. Il n'y a pas que eux, il y a aussi le DG de la SLA, de la RPCE, nous avons cité. Oui, le Premier ministre n'est pas un pasteur. Mais s'il a participé à l'inauguration où il a financé, peu importe, c'est un citoyen, il peut donner un don. Quelque part, il n'y a pas de souci. Monsieur John, s'il vous plaît, il n'a pas donné de don. C'est son église. Il est membre de l'église. Il est membre de... Ce n'est pas antipathique. Ce n'est pas mais le Congo est un pays laïque, il devrait ne pas montrer... Il devrait rester neutre. Il n'est pas un pasteur. Voilà. Mais il peut faire partie de cette église. Il n'y a pas de souci. Deuxièmement, j'aimerais dire que le président de la République est président... le Congo, plutôt, n'est pas un empire. Contrairement à certains sur le plateau qui pensent que le Congo est un empire et que nous avons un empereur. Non. Le Congo est une république. Nous avons un président. Maintenant, je dis ceci de façon générale. Soigner l'esprit n'est pas antinomique à soigner le corps. Donc, un homme politique peut avoir des croyances religieuses qui sont bonnes pour la bonne gestion de son portefeuille ministériel. Donc, c'est pas négatif de servir Dieu et de servir la République. Merci. Monsieur Gaïno. Bien, je vais reprendre tout simplement une phrase de Massamba Deba. Il disait que je ne suis pas serviteur du Congo, je suis celui que le peuple m'a choisi pour vous servir. Il s'adressait aux Congolais. Il disait les biens du Congolais ne sont pas à moi, mais je ne suis que le serviteur, le gardien de ces biens-là. Je crois que lorsqu'on est à ce niveau-là, la première chose, c'est de savoir que ce qui appartient au pays n'est pas à vous. Or, aujourd'hui, c'est l'appropriation des richesses nationales du pays. Et deuxièmement, j'aimerais quand même aussi faire comprendre à mon co-débatteur, M. Gabriel Dion, qu'il aurait pu répondre non seulement à M. Alassane Ouattara, il aurait dû aussi répondre à notre président, je ne sais plus qui là-bas. M. Condé de la Guinée qui a été remplacé par Doumbouya. M. Condé de la Guinée qui a répété la même chose. Donc, si je répète ce qui a été dit... D'autres personnes l'ont fait mieux que moi. Je peux parler. Je suis en train de conclure. On ne va pas relancer le débat. Alors, si je parle d'empereur, je ne sais que répéter ce qui a été dit devant le président lui-même, devant le président et devant tout le monde. Et nous avons eu un débat à la radio, Bakambi, sur ce mot où on demandait que c'est curieux que dans une république qui se dit démocratique, qu'on traite le président d'empereur, que même au niveau de la télé et de la radio, ça du coup, personne ne dit rien. Il y a même pas eu une lettre de protestation. Donc, monsieur, si vous voulez vous en prendre, allez d'abord écrire à M. Alassane Ouattara et Alpha Condé pour dire que notre président n'est pas l'empereur, que la République du Congo n'est pas un empire. Ce n'est pas à moi qu'il faut s'adresser. Mais tant que ça a été dit publiquement, je ne me gênerai pas de le répéter, même devant Sassou, je lui dirai, monsieur l'empereur et non monsieur le président de la République. Merci. On vous remercie. Nous avons M. Miambalat qui va conclure pour cette soirée. Merci. Vraiment, je suis très content. On a eu un bon débat. Vraiment, on était tous un peu passionnés parce que c'était des sujets qui nous tenaient aussi à cœur. Mais sur le Congo, d'abord, les Africains, quand ils sont au pouvoir, ils aiment pas le lâcher. Par des techniques à eux, toujours le conserver.
Et je demande même au président Sassou, vraiment, s'il aime bien le Congo, que cette fois-ci, qu'il nous laisse en paix. C'est un homme, c'est un humain. Il peut aussi être fatigué. Il a plus de 83 ans. Bon, il faut qu'il laisse, il donne la passe. On sait qu'il a travaillé tant bien que mal. C'est un humain avec des imperfections. Mais s'il continue, il va nous amener le pays vers l'abîme. Donc, qu'il se ressaisisse et sortir, même si ce n'est pas par la grande porte, au moins par la fenêtre, qu'il s'en aille. Parce que le pays souffre, nous souffrons tous, et nous sommes tous des Congolais. S'il faut mourir, on va mourir tous ensemble, du nord au sud, de l'est à l'est. Nous formons un pays, un et indivisible. Donc, qu'on dise nord-sud, on va mourir ensemble. C'est notre destin, on a le même destin. Donc, essayons d'arrondir les angles. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous remercie beaucoup, c'est le mot de la fin. Monsieur Nyambalat aura conclu. Merci beaucoup à vous tous, à Madame Mopou, Monsieur Gaïno, Monsieur Ndian et Monsieur Nyambalat. Passez une très très bonne soirée et j'espère qu'on pourra faire l'émission ce vendredi avec un long débat sur la comparaison entre les enfants Nguesso et les enfants Dos Santos. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci. Allez, au revoir. Et encore une fois, essayez de savoir que nous ne faisons pas la politique, mais nous essayons de comprendre la politique.